Bien, tout d'abord, je vous dis bonjour à tous. Je tiens à remercier la SFRP et les organisateurs de cette journée de m'avoir invité à présenter les travaux que nous menons au laboratoire. Et donc, je vais vous présenter les résultats et essayer de répondre à la question: existe-t-il une signature moléculaire de l'étiologie des cancers de la thyroïde? Dans les exposés précédents, on vous a parlé d'une recherche de prédisposition génétique au cancer de la thyroïde et possiblement au cancer de la thyroïde induit par les radiations. On vous a ensuite parlé de l'épidémiologie qui nous renseigne sur le risque de cancer de la thyroïde en fonction de la dose reçue. Et donc j'apprends aussi que peut-être qu'à l'âge adulte, on a toujours un risque de développer un cancer de la thyroïde après exposition aux radiations ionisantes. Et donc nous, finalement, nous avons posé la question un peu différemment. C'est: est-ce que face à une tumeur probablement induite après exposition aux radiations ionisantes, est-ce que nous sommes capables de trouver des spécificités moléculaires dans cette tumeur par rapport à des tumeurs de la thyroïde développées chez des individus qui n'ont absolument pas été exposés? Et donc, on est vraiment là dans une recherche de signature tumeur par tumeur au cas par cas, ce qui, bien entendu, si ça existe, aurait des applications médico-légales, mais qui probablement aussi nous permettrait de mieux définir le risque, notamment aux plus faibles doses d'irradiation, et possiblement aussi le risque à l'âge adulte, puisque la question demeure posée. Donc je vais commencer par quelques petits rappels sur la radiosensibilité de la thyroïde, et donc la relation de cause à effet entre exposition pendant l'enfance, une exposition aux radiations ionisantes et le risque de cancer de la thyroïde est avérée pour une exposition avant l'âge de 15 ans. L'excès de risque relatif est de 7,7 par Gray. Il est significatif actuellement d'un point de vue enquête épidémiologique dès la dose de 0,1 Gray à la thyroïde. Ce risque augmente linéairement avec la dose et donc avec un risque maximum qui est, d'après les données qui sont publiées, 15 ans jusqu'à 30 ans après l'exposition, mais qui probablement perdure plus longtemps, comme l'a évoqué Dominique Laurier tout à l'heure. Et donc on peut estimer qu'après une exposition de 1 Gray à la thyroïde pendant l'enfance, 88% des tumeurs de la thyroïde seraient des tumeurs induites par les radiations, sachant que le cancer de la thyroïde chez l'enfant est un cancer extrêmement rare. Donc, on vous l'a aussi évoqué dans les exposés précédents. La carence en iode et probablement en sélénium sont aussi des facteurs de carcinogénèse thyroïdienne. Et puis, on suspecte donc des susceptibilités génétiques au cancer de la thyroïde et possiblement au cancer de la thyroïde radio-induit. Alors, jusqu'à présent, il n'y a pas de différence sur le type histologique de tumeur de la thyroïde développée après une exposition au rayonnement ionisant par rapport aux tumeurs sporadiques. On a deux types de tumeurs qui sont développées après l'exposition aux radiations ionisantes, les carcinomes papillaires de la thyroïde et les adénomes folliculaires de la thyroïde, l'un étant une tumeur bénigne, l'autre étant une tumeur maligne. Sur le plan clinique et pronostic, une fois que la tumeur de la thyroïde s'est développée, on n'a aucune distinction ni sur le plan clinique ni sur le plan pronostic de ces deux types de tumeurs. En ce qui concerne les altérations génétiques dans les cancers de la thyroïde, on a des altérations génétiques qui sont récurrentes, et notamment les remaniements RET-PTC et les remaniements BRAF. En fait, très rapidement après l'accident de Tchernobyl, certains ont publié en disant on a des signatures moléculaires, notamment en regardant certains réarrangements de RET et BRAF. Et puis avec le recul, on s'est rendu compte que c'était plutôt des marqueurs d'agressivité de la tumeur, de rapidité à se développer, plutôt que des marqueurs liés aux tumeurs de la thyroïde induites après les radiations ionisantes. Donc actuellement, nous n'avons pas de spécificité quand on regarde tous ces paramètres cliniques, pronostiques ou des réarrangements des gènes connus comme étant impliqués dans la carcinogénèse thyroïdienne, pas de spécificité dans les altérations moléculaires. Et donc, comme je l'ai évoqué dans l'introduction, on a une problématique sur le risque
notamment les risques de cancer de la thyroïde à faible dose. On a des premières plaintes, notamment en France, et donc, est-ce que l'on peut trouver une signature moléculaire permettant de diagnostiquer tumeur par tumeur les tumeurs de la thyroïde induites par les radiations? Alors, on a abordé cette question en réalisant une analyse du transcriptome. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est d'abord parce qu'au laboratoire, on avait une bonne expertise dans cette discipline, et puis qu'un certain nombre de données avaient été publiées sur la recherche de signatures moléculaires en termes d'expression génique, donc en termes de recherche de combinatoires d'ARN messager qui seraient spécifiques dans des tumeurs développées après irradiation par rapport à des tumeurs sporadiques. Et en bleu, là, je vous ai inscrit des tumeurs publiées, des données publiées par une équipe belge, où ils ont travaillé sur des tumeurs développés chez des enfants vivant en Ukraine et en Biélorussie, des cancers de la thyroïde chez des enfants exposés, qu'ils ont comparé à des tumeurs développées chez des individus, chez des enfants non exposés. Et par cette analyse du transcriptome, en fonction des techniques qu'ils ont utilisées pour analyser le transcriptome, en 2005, ils ont conclu qu'il n'y avait pas de signature entre les sporadiques et les radioinduites. En 2007, ils nous ont dit il y a une signature, mais en fonction de la technique que l'on utilise pour trouver cette signature, pour explorer les données de transcriptome, on a des taux d'erreur qui varient entre 7 et 30%. En 2011, ils nous ont dit on ne trouve pas de signature. Néanmoins, là, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est qu'ils ont pris une signature de stress oxydant publiée sur des lymphocytes par une équipe tout à fait indépendante. Et ils ont regardé si cette signature, c'est-à-dire ces gènes qui s'expriment spécifiquement en réponse à l'eau oxygénée dans les lymphocytes, est-ce que cette signature était capable de classer les tumeurs induites par les radiations versus des tumeurs sporadiques. Et là, ils nous disent, en prenant cette signature externe, on a réussi à classer. Et enfin, ils ont publié en 2012 une autre signature en nous disant il n'y a pas de signature quand on compare les tumeurs sporadiques des tumeurs radio-induites. Néanmoins, quand on compare le tissu sain adjacent aux tumeurs radio-induites par rapport au tissu sain des tumeurs sporadiques, on trouve une signature. Donc, face à cette forêt vierge de données et ce bruit extrêmement important entre j'ai et j'ai pas de signature, on s'est dit probablement ils ont un problème de méthodologie. Donc, je ne veux pas rentrer dans le détail, il y a 2 autres études qui ont été publiées et pour lesquelles on a trouvé des signatures plus ou moins robustes. Mais donc, face à cette problématique probablement d'exploration des données transcriptomes, on s'est dit, finalement, est-ce qu'on est capable de mettre au point une technique permettant de nous différencier par rapport aux techniques qui sont utilisées et qui serait une recherche de signatures, je dirais, plus spécifique. Alors, globalement, toutes les techniques qui sont utilisées pour explorer les données de transcriptome sont dans la majorité des cas des données statistiques. On prend un groupe de tumeurs très probablement radio-induites, un groupe de tumeurs sporadiques, on regarde l'expression d'un certain nombre de gènes, on fait la moyenne, on fait la médiane et on se dit, bah tiens, statistiquement, tel combinatoire de gènes est plus exprimé dans le groupe des radio-induits et le groupe des sporadiques. Nous, on s'est dit c'est pas du tout ce qui nous convient puisqu'on veut faire finalement une signature prédictive au cas par cas. Donc, on a choisi d'explorer les données de transcriptome en faisant des gabarits. Donc, ces gabarits, on inflige aux tumeurs d'un groupe, par exemple radio-induit, à avoir strictement le même niveau d'expression. Et la variabilité qu'on accepte au sein d'un groupe est extrêmement faible. Puis finalement, dans l'autre groupe, on doit trouver ce même côté strict, c'est-à-dire que dans l'autre groupe, ce même groupe de gènes doit être différentiellement exprimé, mais avec quasiment pas de variabilité au sein du groupe des tumeurs sporadiques. Et ainsi, on trouvait des signatures de gènes plus exprimées dans les tumeurs radio-induites, moins exprimées dans les tumeurs sporadiques, mais avec une variabilité au sein de chaque groupe quasiment nulle. Donc, avec cette technique qui a été publiée, on a commencé par rechercher des signatures dans une série de tumeurs de la thyroïde développées après radiothérapie, c'est-à-dire c'était des enfants qui avaient subi une irradiation pendant l'enfance pour un premier cancer qui n'était pas un cancer de la thyroïde.
et qui ont développé un cancer de la thyroïde étant dans le champ d'irradiation. Et on a comparé ces tumeurs, donc probablement radio-induites, avec un groupe de tumeurs sporadiques, donc développées chez des enfants qui n'avaient absolument pas été exposés aux radiations ionisantes. Donc, notre approche a toujours consisté en recherchant une signature sur un premier groupe de tumeurs, et une fois que la signature était trouvée, à essayer de valider cette signature sur un groupe complètement indépendant de tumeurs. Donc, en faisant la recherche de la signature sur une première série de 28 tumeurs, 14 radio-induites, 14 sporadiques, donc radio-induites après une radiothérapie pendant l'enfance, on a trouvé une signature de 322 gènes. Ces 322 gènes, on a regardé si ces 322 gènes, l'expression des 322 gènes nous permettait de séparer le groupe des tumeurs sporadiques du groupe des tumeurs radio-induites, et la réponse est oui. Oui, ici vous avez toutes les tumeurs radio-induites et ici les deux groupes de tumeurs sporadiques, adénomes et carcinomes folliculaires. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a reçu de l'IGR, puisque ce travail a été fait en collaboration avec l'IGR, une série de tumeurs numérotées de 1 à 29, dont on ne connaissait pas l'origine, c'est-à-dire si elles provenaient d'enfants irradiés pendant l'enfance ou non. Et on a, avec l'expression de ces 322 gènes, regardé où est-ce qu'on pouvait positionner ces tumeurs. Donc ça, c'est un exemple d'une tumeur qui s'est positionnée au milieu des radio-induites. Et on a eu des tumeurs, évidemment, qui se sont positionnées dans les deux groupes de tumeurs sporadiques, et puis quelques cas où, finalement, on trouvait une expression de gènes qui ne nous permettait pas d'attribuer la tumeur à tel ou tel groupe. Et donc, une fois qu'on a classé toutes ces tumeurs et qu'on a levé le voile avec l'IGR, sur les 29 tumeurs que nous avons classées, d'un point de vue clinique, 16 étaient sporadiques et 13 s'étaient développés chez des enfants qui avaient subi une radiothérapie. Et par rapport à notre 322 gènes, on a eu 14 tumeurs sporadiques bien classées. Pour 2, on s'est trompé puisqu'on les a classées dans les radio-induites. Et parmi les tumeurs développées chez des enfants qui avaient eu un premier cancer et une radiothérapie, 12 ont été bien classées parmi les radio-induites et une a été classée entre les groupes, et donc on ne pouvait pas conclure. Donc, ce que nous avons fait ensuite, c'est que nous avons repris les données des Belges. Quand on fait des publications avec des données omiques, et notamment des données de transcriptome, on est obligé de déposer toutes les données dans des bases de données accessibles à tout le monde. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons repris toutes leurs données, et avec la méthode que nous avons mise au point au laboratoire pour explorer les données de transcriptome, on a recherché dans leur série si oui ou non il existait des signatures moléculaires. Donc, on a fait strictement la même approche, un groupe de tumeurs pour rechercher la signature et un groupe de tumeurs indépendants pour vérifier qu'on était capable de classer des tumeurs qui n'avaient pas participé à la recherche de la signature. Et donc, on a trouvé une signature de 106 gènes qui permettait de séparer les tumeurs post-Tchernobyl des tumeurs sporadiques. Et quand on a classé de manière indépendante les tumeurs, donc là, le 7 était plus petit, on avait 7 tumeurs sporadiques et 6 tumeurs radio-induites. On a bien prédit les 7 sporadiques, et sur les 6 radio-induites, on en a bien prédit 5, et une, on n'a pas pu la classer. On ne s'est pas trompé, mais on n'a pas pu la classer. Donc, ensuite, ce que nous avons fait, c'est que nous avons comparé la signature post-radiothérapie qui comprenait 322 gènes, la signature post-Tchernobyl qui comprenait 106 gènes. Donc, la radiothérapie, c'était irradiation externe à forte dose, fort débit de dose. Et évidemment, la signature post-Tchernobyl, c'est des contaminations par des iodes radioactifs avec des doses qui étaient beaucoup plus faibles et des débits de dose relativement chroniques. Donc, on s'est dit, est-ce qu'il existe des gènes communs? La réponse a été oui, il y avait 5 gènes communs. Et quand on a pris ces 5 gènes pour essayer de classer la série post-radiothérapie et réciproquement la série post-Tchernobyl, bien sûr avec quelques erreurs, mais globalement les 5 gènes nous permettent de classer les 2 types de tumeurs, donc induits dans un cas post-irradiation forte dose, irradiation externe, et dans l'autre cas, contamination interne à beaucoup plus faible dose. Quand on regarde les gènes dérégulés maintenant dans les tumeurs radio-induites par rapport aux tumeurs sporadiques, on a vraiment l'impression que dans les tumeurs radio-induites, on a un stress oxydant
qui est légèrement plus élevé. En tout cas, il y a une adaptation au stress oxydant dans les tumeurs radio-induites qu'on ne retrouve pas dans les tumeurs sporadiques. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles l'équipe belge, en prenant une signature de stress oxydant de lymphocytes, de réponse de lymphocytes à l'eau oxygénée, c'est probablement pour ça qu'ils ont réussi à classer les tumeurs radio-induites des tumeurs sporadiques avec une signature donc complètement externe. Alors je signale simplement que des Américains nous avaient approchés pour essayer de voir si les outils que nous avions mis en place pouvaient d'ores et déjà s'appliquer dans des conditions médico-légales pour répondre à certaines plaintes qui étaient déposées aux États-Unis. Donc nous avons refusé de le faire pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce n'est pas notre métier et que nous estimions que nos signatures n'étaient pour le moment pas assez robustes et qu'on devait les confirmer sur de nouvelles séries. Néanmoins, ces équipes ont séquencé des tumeurs de la thyroïde, sporadiques et radio-induites, donc ce n'est pas la même technique. Ils ont fait du séquençage au débit sur la recherche de signatures. Ils ont pris la signature de 322 gènes qu'on avait identifiés et ils ont réussi à classer des tumeurs radio-induites de tumeurs sporadiques. Donc, bien sûr, tout ça demande à être confirmé, mais ça veut dire que par une technique indépendante et par une équipe indépendante, la signature de 322 gènes semble séparer les tumeurs radio-induites des tumeurs sporadiques. Alors, les perspectives du travail, eh bien, comme je vous l'ai dit, nous souhaitons confirmer. Donc, on a eu des financements pour travailler sur une nouvelle série de tumeurs post-radiothérapie, donc des tumeurs qui seront développées chez des enfants qui ont eu un premier cancer et qui ont développé un cancer de la thyroïde alors que la thyroïde était dans le champ d'irradiation. On a eu l'accord de la Tchernobyl Tissue Bank et on a déstocké pour nous une cinquantaine de tumeurs développées chez des enfants avant l'âge de 2 ans, chez des enfants qui avaient été exposés avant l'âge de 2 ans, et 50 tumeurs sporadiques. Et dans ces 2 séries post-radiothérapie et post-Tchernobyl, nous avons systématiquement le tissu sain adjacent à la tumeur, pour poser la question, en fait, est-ce que nous sommes en train de trouver des empreintes d'exposition à l'irradiation, et où, parce que l'un n'empêche pas l'autre, sommes-nous aussi capables de trouver des empreintes de carcinogénèse radio-induite. Donc on va systématiquement rechercher des empreintes sur la tumeur et sur le tissu sain en comparant les radio-induits et les sporadiques. Donc, on est en train aussi d'essayer de rassembler des tumeurs avec Florent Devater en Polynésie pour essayer de récupérer des tumeurs de la thyroïde et voir si on est capable de trouver des empreintes dans les tumeurs qui pourraient être liées aux retombées des essais nucléaires. On a systématiquement une dosimétrie qui est faite dans tous les cas, que ce soit Tchernobyl, que ce soit post-radiothérapie. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous recherchons des signatures de l'étiologie en analysant le transcriptome, le myrinome, c'est-à-dire les micro-ARN et le métinome. On aura une analyse génétique sur la recherche de la susceptibilité individuelle par séquençage au débit et évidemment l'analyse des altérations génétiques qui seront ciblées et connues comme étant altérées dans les tumeurs de la thyroïde. Et donc nous espérons essayer de confirmer qu'il existe bien des signatures transcriptomiques quand on compare les tumeurs post-radiothérapie ou Tchernobyl versus sporadique. Est-ce qu'on va trouver des empreintes en fonction de la dose et du débit de dose? Est-ce qu'on a des empreintes d'exposition ou de carcinogénèse en comparant le tissu normal et le tissu et la tumeur? Existe-t-il une prédisposition génétique et des empreintes par type de tumeur? Voilà, donc très rapidement, on mène ce même type d'approche sur les cancers du sein et les sarcomes induits après radiothérapie. Avec la même technique d'analyse, on recherche des signatures dans les carcinomes du sein induits après exposition à la radiothérapie par rapport aux sporadiques et idem pour les sarcomes. Et on a trouvé des signatures dans les 2 cas. Et puis je tiens à remercier donc Catherine Horry et Nicolas Hugolin au laboratoire qui travaillent sur cette thématique. L'IGR Martin Stubenberger, Ludovic Lacroix et Florent Devater qui participent aussi à ce travail, l'hôpital Pasteur de Nice et puis
nos financeurs, parce que ce sont des techniques qui coûtent très cher et grâce à eux, on peut relancer la nouvelle étude. Voilà, je vous remercie.